Bien, mesdames et messieurs, en vous remerciant pour votre présence à l'horaire convenu, je vous salue toutes et tous, les élus du conseil municipal, ceux qui sont présents dans la salle et ceux qui nous suivent en direct sur Internet, puisque depuis la fois dernière, nous avons voulu cette possibilité d'être suivis au-delà de cette enceinte du conseil municipal. Je salue donc toutes celles et tous ceux qui nous suivent en direct ou qui nous suivront en différé. Et je pense que c'est une façon d'élargir le cercle du débat municipal pour la circonstance. Je laisse donc le secrétaire de séance faire l'appel. Merci Monsieur le maire. Bonjour à tous et à toutes. Merci. Lionel Lucas. Présent. Marie Benassayac. Laurent Collin. Présent. Thérèse Dartois. Présent. Albert Calamuso. Présent. Nathalie Bouguis, pouvoir donner à Valérie Prémoli. Charles Lucas, présent. Valérie Prémoli. Présent. Christian Vial. Présent. Jean-Paul Bulgarines. Présent. Colette Chastan. Présent. Patricia Lavigne. Présent. Dominique Hugo. Pouvoir donner à Valérie. Anna Aïchala. Présent. René Torto. Présent. Catherine Piedji. Présent. Philippe Turchet. Présent. Maddy Deléan. Présent. Marcel Piacentino. Présent. Catherine, excusez-moi. Caroline Bezé. Présent. Jean-Noël Tramoni. Présent. Michel Perrin. Présent. René Di Constanzo. Présent. Martina Tcherkesli. Présent. Éric Cassiabu. Présent. Maud Ribé. Présent. Alain Malquies. Présent. Josette Blo Sansoni. Présent. Renaud Le Titre. Présent. Élodie Sayag. Présent. Serge Jauvert. Présent. Gilles Boïs, absent. Pierre Lindman. Pas encore là. Merci. Bien, merci. Je précise que Dominique Beau m'a fait savoir qu'il nous rejoindrait en cours de séance, mais qu'en attendant, effectivement, il a donné pouvoir. Alors, l'ordre du jour appelle d'abord le débat d'orientation budgétaire. Un débat d'orientation budgétaire qui est un élément réglementaire avant tout budget, depuis maintenant une quinzaine d'années, qui fait que les élus peuvent débattre sans voter des orientations financières de la commune. Je répète que c'est un débat sans vote, mais il n'en demeure pas moins que c'est ce qui permet à chacun de prendre connaissance d'un certain nombre de données et des orientations qui peuvent être prises ensuite lors de la commission des finances, d'une part, qui aura lieu mardi prochain, et bien sûr le véritable débat chiffré lors du budget. Nous avons souhaité que dans ce document qui vous a été envoyé, et puis que vous trouvez pour quelques pages rectifiées, du fait qu'il a été un petit peu difficile, non pas dans une certaine précipitation, mais dans un timing un petit peu contraint, puisque nous devons voter le budget avant le 30 avril, que nous devons faire le débat d'orientation budgétaire auparavant, que nous avons dû faire l'installation du conseil municipal également, et tout ceci avec à chaque fois un certain nombre de jours de délai réglementaire, et au milieu la commission des finances. Et donc il y a eu des précisions que nous avons pu avoir par la suite par notre service financier, et d'autres qui sont des précisions ou des rectificatifs qui vous ont appelé. Cela étant dit, le débat d'orientation budgétaire trace les grandes lignes, mais il n'est pas l'occasion d'être dans un débat chiffré, dans la mesure où le débat chiffré, c'est celui que nous aurons lors du budget. Il y a un certain nombre de données qui sont bien sûr établies. Nous avons souhaité les donner pour permettre à tous les conseillers municipaux, et notamment ceux qui ne sont pas membres de la commission des finances, de pouvoir avoir connaissance de ces chiffres, et de ne pas attendre simplement les envois réglementaires pour le vote du budget, dont je rappelle qu'il aura lieu le mardi 29 avril à 15 h. En tout cas, le débat. Et donc, je vais
présenter globalement ce débat, sans entrer dans des chiffres trop lourds, notamment pour tout ce qui est sur les tableaux. Bien évidemment, Mme Bari Benassaya, qui est l'adjointe aux finances et qui a suivi de près avec le service financier, pourra éclairer un certain nombre de données qui y figurent, tout naturellement. Bien, ce débat d'orientation budgétaire se fait vraiment dans un contexte très particulier. Contexte très particulier, notamment au plan national. La crise de 2008-2009, qui s'est traduite d'ailleurs dans les contre-coups pour notre commune sur le budget 2010 notamment, fait qu'elle ne s'est pas estompée, que le débat national auquel tout le monde peut assister aujourd'hui montre à l'évidence que la France n'est pas sortie de la crise, mais qu'elle est toujours dans une léthargie qui fait que sa croissance, bien qu'annoncée chaque année avec une légère hausse, à l'arrivée se trouve tout à fait atone. Je me rappelle du budget de l'année dernière où il était inscrit plus 0,8 et puis nous avons fini l'année à plus 0,2, 0,3. Cette année, il est inscrit plus 0,9 et rien n'indique que nous serons forcément au rendez-vous de ce qui a été inscrit dans le budget. À décharge du gouvernement, comme de tout gouvernement, dans une situation conjoncturelle très instable, il est toujours difficile d'appréhender les indicateurs, et on le voit bien d'ailleurs que quand médiatiquement, les journalistes en particulier suivent les choses eux au jour le jour. Un coup on vous dit c'est l'embellie, un mois plus tard on vous dit ah ben ça replonge, et puis à chaque fois on a droit à des commentaires. Rappelez-vous, on devait atteindre l'inversion de la courbe du chômage, et puis finalement on n'a pas vu la courbe du chômage s'infirmer. Une autre fois, une analyse statistique a dit mais si, finalement l'engagement a été tenu, et puis le mois suivant, les statistiques plongeaient à plus 30 000 demandeurs d'emploi, comme on en avait rarement connu. Donc on est dans une situation parfaitement instable et sur laquelle nous ne pouvons pas présager avec certitude des orientations de l'avenir. La conséquence tout de même de ces difficultés économiques nationales sont pour nous communes, puisqu'effectivement pour la première fois, et dans notre histoire, pour la première fois, ce sont les collectivités territoriales qui vont devoir mettre la main à la poche pour le compte de l'État. Il y a là quand même un paradoxe, à savoir que l'État, qui lui est en déficit budgétaire depuis de nombreuses années, la dernière fois qu'il y a eu un excédent budgétaire, ça remonte à 1974, certains n'étaient pas nés dans cette salle, et donc ils n'auront jamais connu autre chose que le déficit budgétaire. Par contre, les collectivités territoriales, comme les communes, doivent avoir un budget en équilibre. C'est son et lumière. Ah, c'est pour mieux voir le PowerPoint. Bien. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les communes, comme les conseils généraux, comme les conseils régionaux, doivent voter des budgets en équilibre. Mais l'État, non. Parfois, certains l'ont proposé en débat, ça devrait être inscrit dans la Constitution, comme c'est le cas dans certains pays. Et puis, prudemment, personne n'a voulu aller franchir le pas à s'obliger à voter le budget en équilibre. Et donc l'État, qui cherche à maîtriser ses dépenses et à faire des économies, on nous l'a encore redit il n'y a pas si longtemps que ça, avec le changement de gouvernement et de Premier ministre, n'a rien trouvé de mieux que de faire nos poches, ce qui est effectivement une bonne idée, puisque les nôtres ne sont pas totalement vides. Et donc, dans cette contrainte, il faut savoir que ce qui fait vivre les communes, au-delà des recettes fiscales habituelle, c'est la dotation globale de fonctionnement. La dotation globale de fonctionnement, c'est cette enveloppe qui est apportée aux communes, et on verra qu'effectivement, cette année, pour la première fois, la dotation globale de fonctionnement est réduite. Lorsqu'il y a eu la crise de 2008-2009, le gouvernement de l'époque avait gelé la dotation globale de fonctionnement et l'avait maintenue de manière étale, ce qui avait suscité d'ailleurs un concert de protestation dans l'opposition d'alors, en disant qu'on égorgeait les communes. Et le nouveau gouvernement, depuis 2002,
décide pour cette année 2014, avec récidive pour 2015, parce que c'est déjà programmé, 1,5 milliard d'euros globalement pour l'ensemble des collectivités, donc sur 2 ans, pour réduire la dotation des communes. C'est ce qu'il a trouvé pour pouvoir faire lui-même des économies, c'est-à-dire d'en donner moins aux communes qui ont des besoins par ailleurs alourdis. J'insiste lourdement sur la DGF parce que elle est pour nous, comme pour toutes les communes d'ailleurs, un élément important et qui pèse dans les contraintes que nous allons avoir. Il en est de même pour le fonds de compensation de la TVA, ce qu'on appelle le FCTVA, avec qui plus est une augmentation de la hausse de la TVA qui est passée de 19,6 à 20%. Autre élément négatif cette année, c'est le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, ce qu'on appelle dans le jargon technocratique le FPIC. Alors le FPIC, c'est un truc que la droite a inventé et que la gauche poursuit avec constance. Vous allez le voir. Je dis que la droite a inventé, puisque c'est le dernier gouvernement Fillon, la dernière année du quinquennat, qui a inventé cette joyeuseté, parmi lesquels nous étions un certain nombre à nous opposer à l'époque à l'intérieur de la majorité, mais on n'avait pas été entendu, je le dis, avec Éric Ciotti, notamment, président du Conseil général, avec cette idée bien de gauche. C'était un paradoxe relatif que la droite ait souvent que des idées de gauche à mettre en place lorsqu'elle gouverne, qui consistait à dire les communes riches vont payer pour les communes pauvres. C'est effectivement une idée assez géniale, et on sait toujours comment ça se traduit. Ben, ça se traduit qu'on est toujours le riche de quelqu'un. Et comme on est toujours le riche de quelqu'un, ben, on paye à la place de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas dire que les communes qui ont des difficultés économiques de par leur structure démographique, géographique, urbanistique ou autre n'aient pas effectivement la nécessité d'un soutien, mais cette idée de prendre là aussi dans une poche pour soi-disant le reverser de l'autre côté est quand même assez singulier. Et bien entendu, ça nous touche tout particulièrement, et encore davantage que les années précédentes, vous le verrez tout à l'heure. La presse en est fait l'écho ces derniers jours, non content de nous enlever de l'argent, non content de nous alourdir nos contributions, l'État nous rajoute également une nouveauté. Cette nouveauté, c'est la réforme de l'aménagement des rythmes scolaires. Une réforme que personne n'a demandé, ni les enseignants, ni les parents d'élèves, les élus encore moins, mais qui s'impose aux communes dans ce qui est hors du temps scolaire pour, paraît-il, améliorer la qualité de vie scolaire de l'enfant. Vous savez qu'on repasse désormais avec la journée du mercredi, même si le choix qui est donné entre le mercredi et le samedi fait en fait que dans toutes les communes, la plupart du temps, c'est le mercredi qui est désormais sollicité. Et donc, cet aménagement des rythmes scolaires est une dépense supplémentaire pour la commune que l'on a estimée, mais dont on verra que la contribution qu'apporte l'État non pérenne, c'est-à-dire non durable a priori, va avoir quelques conséquences pour nos finances. Autre élément plus surprenant, mais qui va toujours dans la logique des économies faites par le gouvernement, chaque année vous avez une revalorisation forfaitaire des valeurs locatives. On appelle communément les bases pour simplifier, c'est-à-dire que même sans augmenter les taux d'impôt, en fait, votre feuille d'impôt, à l'arrivée, elle est quand même un peu plus lourde, tout simplement parce que la base sur laquelle s'appuyait le taux a changé. On appelle ça la valeur locative. C'est le gouvernement qui en fixe le pourcentage, c'est débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat, et par la suite, c'est adopté en fonction de ce que le gouvernement, de toute manière, souhaitait. Et là, cette année, la revalorisation de la valeur locative sera de 0,9%, ce qu'on peut trouver tout à fait légitime, puisque c'est le niveau de la hausse des prix pour l'année écoulée, à ceci près que l'année précédente, c'était 1,8%, et cela sans ce qui va autour et qui accroît le pourcentage qu'on vous a donné, puisqu'il y a la notification de base, et puis ensuite l'enveloppe globale telle qu'elle s'établit.
Alors, on vous a donné des chiffres sur lesquels je ne m'appesantis pas, mais le chiffre objectif de base, c'est qu'au lieu d'avoir 1,8 comme l'année dernière, ça sera 0,9. Donc, à taux constant, eh bien, le produit fiscal sera moindre pour les communes, quelles qu'elles soient. Ce n'est pas particulier à nous-mêmes. Donc, on vous a fait une petite synthèse générale, globale, de ce que ça allait entraîner en moins, mais au niveau national. Ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est ce qui va avoir comme conséquence pratique au niveau de la commune. L'économie régionale est forcément tributaire de l'économie nationale, donc je ne me permets pas trop d'insister là-dessus, à ceci près que chez nous, la particularité économique est plus faite sur l'immobilier, plus encore que l'industrie elle-même, et sur les services, le niveau touristique. Et là encore, on n'a pas une grande lisibilité, on n'a pas une grande visibilité en la matière par rapport au plan national, où nous sommes toujours à +1, -1 selon le contexte et les circonstances. Alors une fois que cela est dit pour le contexte général, qu'est-ce que ça a comme incidence pour nous? Écoutez, les incidences qu'il y a pour nous, c'est une contrainte qu'on peut indiquer très forte, puisque dans nos recettes de fonctionnement, la dotation de l'État en régression, ça se traduit chez nous par un chiffre très simple, moins 188 404. Je me souviens que précédemment, dans l'un des derniers conseils municipaux du mois de février dernier, mon prédécesseur avait évoqué le chiffre de moins 159 000 €, ce qui était déjà pas mal. Eh bien, l'État nous a fait une bonne surprise, un beau cadeau d'arrivée, puisque finalement, ce n'est pas moins 159 000, mais c'est moins 188 000, c'est-à-dire encore un petit peu plus. On vous donne un certain nombre de chiffres depuis quelques années, et ça vous permettra de constater par vous-même la réalité de ce moins en dotation globale de fonctionnement, dont je répète qu'il est historique. Alors, on voit qu'en 2013, déjà, il y avait un certain ralentissement à taux constant, puisque ça s'était grignoté un peu par l'inflation, mais désormais, on est en négatif. De la même manière, pour les allocations compensatrices, qui sont notifiées chaque année par le ministère de l'économie, on est à priori de moins 16 693 €, ce qui n'est pas une charge énorme, mais c'est l'effet cumulatif qui va effectivement être préoccupant. Les perspectives aléatoires, c'est les recettes importantes pour la commune des droits de mutation. Les droits de mutation, je le rappelle, c'est toutes les transactions immobilières qui se font devant notaire et sur lesquelles les collectivités prélèvent une certaine part. La nôtre est fixe, elle ne bougera pas. Par contre, l'État a laissé des possibilités aux conseils généraux, qui ne s'en sont pas privés d'ailleurs, d'augmenter ces droits de mutation. Le département des Alpes-Maritimes n'a pas échappé, il en avait le libre choix, mais son libre choix, ça a été de toute manière de prendre l'augmentation qui lui était offerte, compte tenu de ses contraintes dans le domaine social en particulier, puisque les charges s'alourdissent. Et donc, on peut craindre que cette augmentation des droits de mutation puisse avoir un frein sur les choix des citoyens d'acheter, de vendre, et que ce soit un élément de réflexion. C'est dire que nous ne pouvons pas attendre une augmentation a priori des droits de mutation, et que le fait de le maintenir en l'état est déjà une situation sur laquelle la conjoncture nous éclairera, même si on nous dit que peut-être un certain nombre de transactions pourraient, ici, à Villeneuve-Loubet, nous être favorables. Les dotations communautaires n'évoluent pas aussi favorablement qu'on pourrait le souhaiter. Ça sera pour nous une vraie source de réflexion. Vous savez que nous sommes dans l'intercommunalité depuis 2002. Je rappelle à ceux qui le savent, et puis pour ceux qui ne le savent pas, c'est que depuis l'intercommunalité, les communes ne touchent plus directement la taxe professionnelle, qui d'ailleurs ne s'appelle plus la taxe professionnelle, mais la contribution foncière des entreprises, c'est ce qu'on vous a indiqué avec le terme de CFE. Je vous rappelle qu'il y a un petit lexique avant qui permet de se familiariser avec le jargon de la technocratie financière. Et ce prélèvement de notre taxe professionnelle, il faut le savoir, a été figé en 2002.
À l'époque, le taux était de 9,44% ou de 9%. Et le fait d'entrer dans l'intercommunalité où la commune d'Antibes était près de 20% a fait trouver une moyenne qui s'établit à 16%. La conséquence pour la commune, c'est que nous ne bénéficions pas de la recette que nous aurions été en droit d'appréhender si nous étions restés hors intercommunalité. Heureusement, la communauté d'agglomération sait ce qu'elle nous doit et donc nous reverse ce que l'on appelle une compensation et une dotation de solidarité pour tous les équipements que nous pouvons avoir. Et si on regarde bien les chiffres sur les 5 dernières années, on s'aperçoit que non seulement on ne progresse pas, mais on a plutôt tendance à régresser. Et que cette année encore, pour finir, nous aurons moins 44 807 €. Je crois que ce sera un débat que nous devrons avoir au sein de la communauté d'agglomération, compte tenu que Villeneuve-Loubet apporte une large part avec ses entreprises importantes, nombreuses. Et même si l'intercommunalité nous sert également de parapluie, puisque la perte de Texas Instruments, si nous avions été seuls, aurait pu être dramatique, le fait que lorsqu'il y a un dépôt de bilan, une entreprise qui fait faillite ou qui quitte le territoire communal, ces recettes en moins sont absorbées bien sûr par le matelas communautaire, n'en demeure pas moins que tout ce qui se crée en plus ne nous profite pas tout à fait pleinement. Madame Thatcher disait « I want my money back », eh bien nous n'aurons pas cette prétention parce que nous fonctionnons dans l'amitié communautaire, mais je pense qu'il sera quand même important que nous ayons des compensations peut-être mieux adaptées que celles que nous avons aujourd'hui. Ça sera peut-être l'occasion d'un débat. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, une compensation qui est au mieux identique et, en l'occurrence, un peu moins avantageuse pour nous. Je vais prendre un peu d'eau parce qu'il fait bon dans cette salle. Dernier élément pour notre commune, qui est une originalité que nous avons depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle le produit fiscal et le potentiel fiscal. Alors, l'évolution de notre produit fiscal se retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les bases moins revalorisées à la baisse, mais nous avons surtout une particularité qui a été évoquée d'ailleurs dans les dernières semaines, c'est cette idée que seuls des énarques pouvaient inventer finalement, qui consiste à dire qu'une commune qui ne mobilise pas suffisamment son potentiel fiscal doit être pénalisée. On pourrait penser qu'au contraire, une commune qui fait des efforts pour ne pas prélever trop sur ses contribuables devrait au contraire être encouragée et bénéficier d'un soutien, mais en France c'est l'inverse. Et ce que l'on appelle le potentiel fiscal, c'est ce que la commune devrait faire payer d'impôts à ses concitoyens sur une ligne de crête fictive de 100%. La moyenne nationale s'est établie autour de 97-98% pour des communes identiques à la nôtre, c'est-à-dire de 15 000 habitants, et à Villeneuve-Loubet, parce que c'est une longue tradition heureuse d'ailleurs, hein, qui remonte à loin, notre potentiel fiscal n'est que de 57%. Autant vous dire qu'on est les mauvais élèves de la classe française, parce que nous sommes coupables de ne pas faire payer assez d'impôts à nos concitoyens et que donc nous sommes mal vus au niveau national et nous sommes punis. Nous sommes punis parce que nous recevons moins et nous donnons plus. Parce qu'on nous dit, si vous voulez recevoir comme les autres et moins donner, ayez le courage d'augmenter les impôts. Faites comme les autres, faites des taux, et on vous a produit un petit peu en graphique ce qu'est la moyenne des taux nationaux pour une ville de 15 000 habitants identiques, les taux moyens de la taxe d'habitation, de la taxe foncière, du foncier non bâti mais qui n'est pas suffisamment significatif pour ce qui nous concerne, mais les deux taxes principales, on voit bien les écarts. Alors certes, nous avons une valeur locative également plus forte que bien d'autres, parce que l'ensemble résidentiel qui est Villeneuve-Loubet a une valeur plus
précise qu'on peut l'avoir dans d'autres communes, mais tout le monde sait bien, pour avoir comparé sa feuille d'impôt par rapport aux communes voisines, nous nous retrouvons bien entendu avec un avantage pour le citoyen, mais qui en termes de gestion est un inconvénient. Ça peut paraître un petit peu bizarre à expliquer de cette manière, mais c'est pourtant la réalité. Voilà pourquoi la perte sèche de recettes pour nous, une fois que l'on a dit tout ça, bien, va s'élever à 321 404 €, hein, et sur lequel, bien entendu, cela va avoir une conséquence sur ce qu'on appelle l'épargne nette. Je vous passe les tableaux sur lesquels on pourra peut-être revenir. Je dis simplement que nous allons avoir des recettes d'investissement également un petit peu limitées. Ces recettes d'investissement, donc, je l'ai dit, c'est les recettes affectées à l'investissement, hein, qui relèvent du fonds de compensation de la TVA, des subventions, des fonds de concours de la CASA, des amortissements de la taxe locale d'équipement, des amendes de police et bien sûr de l'emprunt aussi, qui est un élément en plus de l'équilibre fiscal. Concernant les subventions, comme il y est dit dans le rapport, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de plus en plus un grand décalage entre les notifications des subventions et le fait qu'on fait tomber la subvention dans notre escarcelle. Alors c'est dû au fait tout simplement que les subventions dont nous dépendons, par le Conseil général, par le Conseil régional qui est quand même le grand absent de toutes les aides apportées à la commune, et là on peut s'interroger quand même sur l'insignifiance à tel point qu'on n'est même pas capable de trouver une subvention qui pourrait nous être versée par le Conseil régional, faute peut-être de faire les demandes qu'il conviendrait de faire, faute aussi d'avoir suffisamment de poids pour pouvoir peser au moment des arbitrages en la matière. Et je pense que cela, c'est indépendant de nos élus régionaux, quelle que soit leur tendance, qui font ce qu'ils peuvent, hein, mais pour lequel, effectivement, on ne peut pas dire qu'on soit très, très aidé en la matière. Reste donc, en dehors de la CASA, qui en est obligée, les subventions du Conseil général. Et les subventions du Conseil général, où je ne suis pas trop mal placé pour en parler un petit peu, hein, pour récupérer des subventions, il se trouve qu'un certain nombre de subventions ont été notifiées en 2013 à la commune, mais non versées. La commune les a inscrits dans ses restes à réaliser, ce qui fait qu'on ne peut pas compter en termes d'écriture sur ces subventions, puisqu'elles sont déjà dans le budget 2013, alors que nous ne les avons pas perçues. Je prendrai que l'exemple du pôle culturel Escoffier, pour lequel d'ailleurs aucune demande de subvention n'avait été faite auprès du Conseil général, ou si elles avaient été faites, c'était au tout début et jamais réactualisées. Je m'en suis enquis personnellement l'année dernière pour obtenir une subvention, j'allais dire presque insignifiante par rapport au coût du pôle culturel lui-même, puisqu'elle est de l'ordre de quelques 350 000 €. 350 000 € notifiés, qui vont être effectivement affectés, j'ai l'information, le 22 mai prochain par la décision de la commission permanente, mais qui resteront dans le jeu d'écriture du budget 2013, et qui donc font que nous ne pouvons pas le mettre comme tel dans notre budget 2014. Des subventions vous sont indiquées. J'ai fait en sorte de prendre le bâton de pèlerin pour essayer d'en retrouver un petit peu d'autres supplémentaires, et le président du Conseil général a fait regarder un petit peu de près les demandes qui étaient en cours, donc on devrait avoir une petite amélioration, mais il est bien évident qu'on ne peut pas compter que sur ça. Alors, si je dis ça, c'est parce que l'année dernière, le budget a été voté avec un emprunt de 2,5 millions d'euros inscrits. Et puis, grâce à ces subventions sympathiques, il a été décidé en cours de route de ne pas réaliser l'emprunt, ce qui est toujours une possibilité. Ce n'est pas parce qu'on inscrit un emprunt qu'on est obligé de le réaliser. Mais on a descendu l'emprunt réel à 1 million d'euros parce qu'on avait toutes ces subventions notifiées mais pas versées, ce qui permettait effectivement de justifier par un jeu d'écriture l'équilibre que l'on avait
fait en début de budget. Et le recours de l'emprunt à seulement 1 million d'euros a quelques conséquences, bien sûr, pour notre situation d'aujourd'hui, dans la mesure où il a une conséquence sur la trésorerie de la commune. On l'a suffisamment évoqué pour que je n'y revienne pas. Il est bien évident, quand on parle d'emprunt, ça nous oblige à évoquer, bien sûr, la dette. Alors, la dette a quelque chose de positif, c'est qu'on a des emprunts qui ne sont pas toxiques. Je voudrais dire d'ailleurs qu'il y a fort longtemps de cela, quand c'était très à la mode, dans les années 95-2000, je me souviens que beaucoup de collectivités à l'époque ont fait des emprunts apparemment très juteux et qui sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui des emprunts toxiques. Et ici, à Villeneuve-Loubet, que ce soit moi ou mon successeur, nous n'avons jamais voulu tomber dans ce piège. Nous avons préféré payer un peu plus, mais être certain que les taux seraient fixes et que donc en aucun cas nous n'aurions à en subir les conséquences. Nous nous en trouvons bien heureux aujourd'hui et vous le voyez parfois dans la presse, pour des communes, une situation absolument apocalyptique, hein, avec des emprunts qui étaient très séduisants à l'époque, mais qui se sont révélés fort nuisibles ensuite. Donc le point positif de notre dette, c'est qu'elle est tout à fait saine, dans la mesure où les emprunts qui ont été contractés n'ont pas de variabilité au niveau des taux et des remboursements. Par contre, nul ne peut le contester, puisque d'abord les chiffres viennent du ministère de l'économie et des finances. Il est évident qu'entre 2007 et 2012, la dette s'est fortement accrue, avec toutes les conséquences que cela a générées au niveau du remboursement et de la dette comme en annuité. Et donc elle pèse forcément sur la commune, suffisamment lourdement pour qu'elle ne soit pas qu'anecdotique. L'équivalent de près de 50% entre 2007 et 2012, c'est quand même un chiffre qu'il faut avoir en mémoire, hein, même si elle peut se justifier par des investissements très lourds. L'école des plans, qui n'était pas l'investissement le plus lourd, mais surtout le pôle culturel, qui, bien entendu, a été financé de cette manière. Il a été présenté le 6 février dernier un remboursement anticipé d'emprunt qui a été présenté comme une opportunité, une aubaine pour la commune. Bon, on a beau regarder les chiffres tels qu'ils sont, nous n'y trouvons aucun intérêt et aucune opportunité, dans la mesure où ça pèse sur le budget 2014. Et donc le remboursement anticipé, s'il avait été fait en 2013, peut-être aurait-il eu un intérêt, mais ce sont des emprunts qui de toute manière se terminaient en 2015, 2016 et 2018. Quand vous avez des emprunts qui vont se terminer, quel est l'intérêt de se précipiter à les rembourser, d'autant plus que ça vous occasionne une pénalité qui vous est inscrite en tout petit, pour faire de mal, hein. Les frais de remboursement anticipés, c'est 52 239 €, point barre, hein, qu'on se rajoute, hein, indépendamment du fait que, bien entendu, il faut, en plus de la dette telle qu'elle était, eh bien, ajouter une dette remboursée, un différentiel quand même de 667 941,82 € pour être précis, et qui pèse notamment sur notre trésorerie. Donc ce sont des contraintes qui ne sont pas minces, hein, et qui laissent effectivement aucune marge de manœuvre, puisque à l'arrivée, l'épargne nette qui doit être positive se révèle négative à moins 400 et quelques mille €. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de la commune. Précédemment, c'est arrivé en 2010, puisque c'était moins 250 000 € à l'époque, mais c'était l'effondrement des droits de mutation qui avait surtout expliqué ce décalage. Là, ce n'est pas la cause, c'est à la fois nos contraintes nationales et nos choix sur le plan local, qui pouvaient avoir leur logique, mais à un moment donné, les chiffres sont les chiffres, et restent les chiffres, et il faut faire avec. Alors, si on doit récapituler, une fois qu'on a dit tout ça, concrètement parlant, qu'est-ce que ça va peser en chiffres? Eh bien, le fonds de péréquation, ce joli mot inventé
péréquation, j'adore. C'est je te pique là et je te reverse de l'autre côté. Ben, nous, ça va être multiplié par 3. Hein, c'est-à-dire que nous allons payer 245 000 € au lieu de, allez, on arrondit 80 000 €, 79 458. Hein, donc, pour nous, c'est ce que nous allons devoir faire effectivement comme effort. On est content d'être solidaire avec les autres. Le différentiel net pour nous, c'est plus 165 542 €. Voilà, ça, c'est notre contribution, comment je pourrais dire, Abbé Pierre, hein, pour aider les plus pauvres au plan national, dont on n'est pas certain non plus qu'ils gèrent toujours forcément de manière excellente. C'est l'augmentation des pénalités liées à la loi SRU, hein, la loi SRU dite de solidarité urbaine. L'année dernière, elle était, je ne sais plus à combien, 261 912. On s'attendait à plus, remarquez, hein, donc quelque part, on peut se dire qu'on a échappé au pire. Elle est cette année de 280 235,72 €, soit un plus de 28 323,08 €. C'était bien la peine de voter un plus à 50% de mixité sociale sur tout le territoire communal pour avoir finalement une augmentation quand même de la dotation. Et je répète que dans le plus, on en reparlera tout à l'heure, vous aviez hein, l'identification d'un certain nombre de programmes, d'engagement de la commune, 1311 logements, 770 logements sociaux à minima. Et pour autant, l'État, plutôt que de récompenser les efforts faits par la commune, recharge encore un peu plus la barre. Je le répète, 290 235,72 €, 28 000 € de plus. À chaque fois, nous avons mis sur le tableau ce qu'il y avait de plus. Il ne s'agit pas de dire, ben, avant il y avait quand même des pénalités et des contraintes, bien sûr, c'est ce que nous avons en plus à mettre. La réforme des rythmes scolaires, en année pleine, elle est estimée à plus de 125 000 €. Pour l'année 2014, qui est une année qui commence au mois de septembre, on l'estime à plus 80 000 €. L'année dernière, c'était zéro, puisqu'il n'y avait pas d'aménagement de rythme scolaire. Et donc, cette charge supplémentaire ne va pas donner tous ses effets pour le moment. C'est pour l'année 2015, où, je le rappelle, on nous enlèvera encore un peu de dotation globale de fonctionnement. Le reclassement des catégories C et B au 1er février 2014, c'est un fait national qui s'applique à notre commune, qui a une incidence financière, et tant mieux pour, j'allais dire, ceux qui en bénéficient, mais qui est une charge incompressible pour nous sur le personnel, hein, de 95 000 €, et donc qui n'est pas neutre, puisque là, en 2013, c'était zéro. Donc, les 95 000 €, c'est cette année plein pot, hein, en la matière. Total de l'impact de plus à payer pour la commune, 366 885 €. Et les recettes, ben les recettes, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a au moins des choses qui baissent. Donc. La dotation globale de fonctionnement, c'est moins 188 404 €, je l'ai indiqué précédemment. La moindre évolution des bases fiscales sur ce que l'on en connaît, de ce que nous avons réalisé l'année dernière et de ce qui est prévisible cette année, c'est moins 133 712,14 €. Les compensations d'exonération de taxes foncières, taxes d'habitation, c'est moins 16 693 €. Les droits de mutation, c'est la seule incertitude, identique, un peu mieux, un peu plus faible. On n'en sait pas trop pour le moment. Je ne ferai pas de commentaire sur le chiffre, qui est un chiffre un peu virtuel pour le moment. Les dotations de solidarité communautaire, ça c'est clair, c'est établi, c'est moins 44 807 €. Total, moins 389 468,14 €. Plus et moins égale plus. Bilan pour la commune, pour le budget, trouvé 758 353,22 € de plus pour financer ce budget. Les contraintes de gestion interne, je les ai évoquées. Alors il y a des choix qui ont été faits, qui profitent aux agents, hein,
pourquoi pas. Bon, ça aurait pu être fait avant, ça a été fait en 2013, et mieux vaut tard que jamais. Simplement, ça pesait 5 000 € en 2013, ça pèse 19 400 € cette année, donc ça fait 14 285 € de plus, rien à en redire. La participation au coût de fonctionnement de la médiathèque, qui était de 225 000 € l'année dernière, sera toujours de 225 000 € cette année. C'est quand même une dépense incompressible et elle n'est pas neutre. Alors c'est vrai qu'elle n'augmente pas, mais enfin, on a toujours la même contrainte. Le coût net du fonctionnement du pôle culturel hors médiathèque, c'est-à-dire ce qui revient strictement à la commune, eh bien, augmente, là aussi, logiquement, puisqu'on est en année pleine, alors que précédemment, on était sur 9 mois de fonctionnement. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 117 934 €, on passe cette année à 259 320 €. Donc, pour mémoire tout de même, le pôle culturel Auguste Escoffier coûte à la commune 225 000 € par la médiathèque, et 259 000 € pour ce qui n'est pas la médiathèque, c'est-à-dire tout ce qui nous concerne, c'est-à-dire une somme qui nous amène à pas loin de 500 000 € en année pleine. Le bilan pour nous, c'est que ce coût de fonctionnement, bien sûr, c'est plus 141 386 €. Et à l'arrivée, nos contraintes de gestion interne, c'est encore plus 155 671 €. Total, quand on a fait tout ça, 914 024 € 22. Je ne reprends pas ce que j'ai dit tout à l'heure sur le remboursement anticipé d'emprunt qui vraiment ne nous facilite pas la situation en tant que telle. Alors, bien évidemment, quand on est dans cette situation-là, on passe par toutes les solutions. Et ça sera lors de la commission des finances que nous aurons à en débattre, avant de le proposer dans le cadre du budget. Là, on se contente d'un constat, et après, chacun peut trouver les solutions magiques qu'il convient. Alors, bien entendu, il faut faire des économies. Bien entendu, il faut être vigilant sur tout ce qui est, dans le cadre du fonctionnement, des réductions possibles. Je rappelle quand même qu'il y a toujours eu une gestion au plus près, fondée sur un critère qui était le budget base zéro. Les services ont produit de nombreux efforts depuis de nombreuses années et qu'il paraît assez difficile d'aller au-delà dans l'immédiat. Je dis dans l'immédiat, surtout quand on a 15 jours de gestion. Difficile d'appréhender tous les services les uns après les autres, de discuter avec, qu'ils fassent eux-mêmes des propositions, puisqu'ils sont les mieux placés pour juger de l'opportunité des dépenses qui sont faites en la matière. Et donc nous sommes bien obligés de prendre une situation telle qu'elle est, avec son fonctionnement tel qu'il a sa logique. Bien sûr, on peut toujours imaginer qu'on puisse changer de logique, qu'on puisse voir les choses différemment. Mais c'est sûrement pas en 15 jours, et un vote qui intervient dans le mois, que l'on peut aller trouver des recettes exceptionnelles et des dépenses d'économie particulières. L'autre élément, c'est bien sûr de chercher des recettes nouvelles. D'ailleurs, l'audit financier, je me suis fait un plaisir de le rappeler, puisqu'il y a eu un audit financier quand même fait par la commune, dont je n'ai pas totalement compris l'utilité dans la mesure où il a été présenté le 26 septembre, de manière très, très bruyante, et puis que le 6 février, chacun de ceux qui étaient les sortants sont repartis avec un document sous la main, mais sans avoir eu le plaisir de l'étudier et de l'analyser en séance. Je proposerai donc à la commission des finances de le mettre à l'ordre du jour mardi prochain pour pouvoir en débattre, parce que c'est quand même une dépense de 6 000 €. Soit elle était utile, soit elle était inutile. 6 000 €, c'est à la fois pas grand-chose pour un véritable audit, et beaucoup pour un audit qui ne sert à rien. Et la commission des finances devra avoir la connaissance de cet audit. Je vous le dis très tranquillement aussi, je ne compte pas me satisfaire d'un audit commandé à une entreprise privée. J'ai saisi monsieur le directeur départemental des services fiscaux pour qu'il puisse, dans l'année, nous faire une analyse objective, puisque ce sont les services de l'État,
sur la réalité budgétaire. Ça nous évitera des débats inutiles, des controverses qui ne sont pas de mise, et lorsque les services fiscaux auront produit leur analyse avec nos forces, mais aussi nos faiblesses, sachant que rien n'est noir, rien n'est blanc, que tout ça est question d'orientation, de choix qui sont faits, ça nous permettra surtout de voir quelles sont nos marges de manœuvre. Et je le dis, l'audit n'est pas autre chose que d'essayer de comprendre comment fonctionnent aujourd'hui nos services, les rentrées d'argent, les sorties, est-ce que c'est bien judicieux? Il est temps qu'on le regarde un petit peu de manière objective les choses et de s'éviter, je n'ai pas envie d'être dans la polémique, je n'ai pas envie d'être dans la controverse, je le répète, hein, mais on a besoin, si on veut faire un autre budget en 2015, que ce budget que nous faisons un peu dans la précipitation, contraint par le temps, hein, réglementaire, que nous puissions effectivement avoir une vision plus claire des choses. Alors, on vous a rappelé les choix qui pouvaient être faits cette année. D'abord des choix obligatoires. L'OPCAE, la 6098 dont la deuxième tranche vient de commencer, il nous reste 30 000 €, ça c'est pas lourd. L'église Saint-Marc, il y a un petit coup de dépassement, bon, c'est 20 000 € de plus. Tant mieux, l'église est belle. Pour les fêtes de Pâques, tout le monde pourra en profiter. Je pense que c'est une heureuse initiative. C'est pour ça que, je veux dire, on n'a pas de jugement à porter. Il y a des choses qui se sont faites et heureusement faites. Simplement, quand il y a 20 000 € de plus, il est bien normal qu'on les assume. La couverture des voies de RFL, ça rassurera ceux qui habitent à côté de savoir que ça continue. Que c'est pas sur une voie de garage, qui est heureux d'ailleurs pour une voie ferrée, hein, et que cette année c'est pas 60 000 ou 80 000, mais c'est 186 000 € qu'il faut mettre dans ce qui est un accord signé avec le ministre, hein, et la part de la commune est une réalité intangible. Faire également un point sur nos bâtiments, trouver des solutions à la fois pour les remettre en état là où ils ne le sont pas, trouver surtout des programmes qui nous permettent d'économiser demain et pas simplement de remettre en état pour continuer comme avant. Tout ça, ça prend un peu de temps, mais en attendant, il faut parer au plus pressé. Il paraît assez normal qu'on aille dans des bâtiments étanches plutôt que dans des bâtiments qui prennent l'eau. En termes de voirie, on ne peut pas se contenter de rester avec des voies où on ne voit même plus la signalisation horizontale, comme on l'appelle, hein, et donc il faut bien faire un certain nombre de travaux, même si on peut réduire, c'est ce que je voulais dire, nos investissements pour ne pas avoir à alourdir de trop le budget. L'équipement des services, il y a des services qui ont besoin d'avoir un matériel fonctionnel. On ne peut pas demander à des agents des efforts quand en même temps ils travaillent dans de mauvaises conditions. Ce n'est pas le confort de l'argent, c'est le confort du service rendu au public, c'est tout à fait différent. Donc il y a des matériels qui sont à renouveler. Quand vous changez le matériel, généralement, vous avez une charge de formation qui va derrière. Je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais nous dépensons quand même 28 000 € pour la formation. J'ai souhaité auprès des chefs de service que cette formation soit justifiée, qu'elle soit perfectible et qu'elle serve aussi à la progression de carrière des agents, parce qu'elle est légitime. Les agents n'ont pas des salaires mirifiques pour beaucoup d'entre eux qui ne puissent pas espérer dans la formation améliorer leur situation. L'été arrive, on a quelques obligations, quelques contraintes, monsieur le délégué au tourisme notamment. Si on a plus de touristes, on peut espérer aussi avoir plus de rentrées d'argent. Donc il faut le voir aussi dans un investissement intelligent. Et puis on a parfois quelques petites contraintes qui nous sortent comme ça. On apprend, j'ai découvert, hein, je ne le savais pas, j'ai découvert que le propriétaire de la station Total sur la route du bord de mer, depuis plusieurs mois, a fait offre de vente. Qu'il y a eu une estimation des domaines, qui a fixé un prix auquel on n'a pas répondu. Et qui donc nous relance aujourd'hui en disant « je suis prêt à vendre à la commune ». Tu es prêt à vendre à la commune, c'est gentil. L'estimation des domaines donne 600 000 €. Bien sûr, c'est facile à trouver, 600 000 € par les temps qui courent, quand on en est à accumuler tout ce qui est en moins, et qu'on doit payer en plus. Donc il n'est pas interdit de s'en préoccuper. On a la situation aussi du cours Champollion. Le cours Champollion est un établissement qui peut présenter un intérêt pour la commune, après tout, dans un secteur qui se densifie, dans un secteur qui est de plus en plus peuplé,
surtout quand d'autres pourraient être intéressés à des fins qui ne nous conviendraient pas. Il y a toutes sortes d'écoles dans la vie, il n'y a pas que des écoles laïques. Et donc, dans ces conditions, que fait la commune? Laisse-t-elle faire ou utilise-t-elle son droit de préemption? Eh oui, mais la vente, telle qu'elle est envisagée, est à 860 000 sans les frais de notaire, c'est-à-dire 946 000 €. Est-on capable de mobiliser, est-on capable de dégager l'argent nécessaire pour faire face à ce genre d'incidence dans le parcours budgétaire d'une année? C'est tous ces éléments que nous devons prendre en compte et sur lesquels, je le dis, nous n'avons pas de réponse définitive. Je laisserai les uns et les autres tout naturellement s'exprimer. Les marges de manœuvre, l'audit financier les avait envisagées de manière très simpliste, me semble-t-il, en disant vous augmentez les taux d'imposition, voilà, une bonne idée, vous avez toutes les marges voulues, sauf celle du citoyen contribuable qui, par les temps qui courent, a peut-être un autre avis que les experts de l'audit. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des produits fiscaux que nous n'avons pas encore fait valoir. Par exemple, nous n'avons pas instauré, alors que nous en avons la possibilité maintenant, de taxe sur les logements vacants. Alors, la taxe sur les logements vacants, elle existe depuis longtemps. Monsieur Gault a sa place quelque part. Je pensais que c'était par là. Qui c'est qui a pris le... Si, la place est en principe ici. Il y a un plan. Il suffit de le respecter. Ah non, si, la place aurait dû rester vide, mais pas... Un souci. Ouais. Merci, à côté de vous. Merci. Peut-être pas dans l'axe de la caméra non plus. Oui. Vous êtes à côté de la... J'avais prévenu de la venue de Dominico, non, on peut tarder, se faire faire avec ses contraintes. Donc, je répète, nous n'avons pas jusqu'à présent fait valoir cette recette qui était exclusivement d'État et qui pourrait être aussi communale. Nous avons donc demandé aux services fiscaux de nous indiquer le nombre de logements vacants sur la commune pour voir jusqu'où ça peut aller. Bon, je ne suis pas certain que les propriétaires soient très heureux de savoir qu'ils payent déjà un impôt à la nation sur les logements vacants et que la commune, en signe de gratitude, va leur en donner encore un supplémentaire. Bon, cela étant, il y a une logique quand même de politique du logement. Nous avons dit un certain nombre de choses en la matière, où justement il vaut mieux être dans l'incitation pour permettre aux gens de se loger plutôt que d'être dans la coercition. Mais peut-être un peu de coercition, ça ne fait pas de mal non plus pour inciter après à être plus accommodant si l'on fait justement quelques avantages sur la coercition. Donc nous allons regarder cette possibilité en la matière. Et puis reste l'emprunt, au-delà de la fiscalité, l'emprunt qui est légitime bien évidemment, puisqu'il n'y a aucune raison de faire supporter aux contribuables d'aujourd'hui un certain nombre de réalisations qui profitent sur 20 ans, 30 ans ou 50, et donc l'emprunt est nécessaire. Le problème pour nous est de savoir jusqu'où va-t-on sur l'emprunt. La moyenne du mandat précédent a été de 2,5 millions d'euros chaque année, j'ai bien dit la moyenne, avec des pointes à 3 millions et d'autres plus basses. Je laisse de côté l'opération très particulière du million d'euros de l'année 2013 qui permet effectivement d'alléger la dette avec les restes à réaliser, mais pour faire des choses très concrètement, la marge de manœuvre pour nous est quand même relativement faible, sachant que nous voulons poursuivre, nous voulons engager un véritable désendettement, pas un artifice de désendettement, mais un véritable désendettement. Cela étant, nous pouvons le faire avec une certaine progressivité et non pas non plus brutalement, dans la mesure où nous n'avons pas de difficulté à susciter l'emprunt. Comme je l'ai dit, le fait d'avoir des emprunts stables tels qu'ils ont été contractés est un élément important de confiance pour les organismes prêteurs. Et donc la marge pour nous se situera entre un emprunt
d'1 million qui est très restreint, voire 1,5 million, mais sûrement pas au-delà, dans la mesure où à ce moment-là, la dette se maintiendrait et au contraire risquerait de s'amplifier. Donc pour nous, la quadrature du cercle est là, et je vous laisse donc maintenant vous exprimer à ce sujet, tout naturellement, avant que la Commission des finances aille au fond des choses sur les chiffres ligne par ligne. J'ai tâché de bâtir un panorama général suffisamment exhaustif pour pouvoir se faire une idée et avoir une appréhension donc générale. Voilà. Donc je donne la parole à ceux qui la demandent. Monsieur le maire, bonsoir, chers collègues, bonsoir. Alors, monsieur le maire, premièrement, une petite remarque en préliminaire. On a un certain nombre de documents qui ont été remis sur table. Donc on a essayé de rapidement faire les synthèses et les analyses pour savoir s'il y a eu quelques évolutions. Donc il se peut qu'il y ait quelques chiffres dans les remarques qui soient peut-être pas précis compte tenu des différences de l'un et de l'autre. Il serait bon à l'avenir de pouvoir avoir ces documents, même le matin, je dirais, de pouvoir les regarder et non pas les découvrir en séance. Alors, c'est une situation parfaitement connue, monsieur le maire. Je crois que là-dessus, les personnes présentes dans votre conseil aujourd'hui, dans votre majorité, présentes dans ce conseil, qui étaient des conseillers sortants, sont au courant de cette situation. Rien n'a évolué là-dessus. Je voudrais rappeler que le député est quand même au courant aussi des évolutions budgétaires de l'État, et donc éventuellement ses incidences sur les collectivités. Donc cela conforte dans cette situation parfaitement connue. Il est aussi au niveau de votre, je dirais, du législateur, des potentiels fiscaux, puisque le potentiel fiscal dont vous avez parlé, il n'y a pas eu d'évolution depuis un certain nombre d'années là-dessus, de propositions de loi ou même d'évolution, puisque je l'ai moi-même rappelé, nous l'avons régulièrement rappelé dans cette enceinte-là, le potentiel fiscal, que vous avez rappelé, qui baisse nos dotations globales de fonctionnement lorsqu'on a un potentiel fiscal et une possibilité de potentiel fiscal, fait que je l'ai personnellement, et avec monsieur le maire Richard Camus, rappelé régulièrement. Alors, concernant les subventions du Conseil général, puisque vous avez dit que les subventions sont arrivées, elles ont été mises dans le budget 2013. Elles sont mises au moment de la notification, c'est-à-dire que du moment où nous recevons la notification, nous les inscrivons. Nous avons, par prudence, depuis 2008, où j'ai été, je vous rappelle, l'adjoint aux finances, mis au niveau des budgets, uniquement en début d'année, les recettes pérennes. C'est-à-dire que toutes ces recettes-là, potentielles de subventions, quand nous n'en étions pas sûrs, nous ne les mettions pas dans le budget. Donc il est normal que lorsqu'elles sont notifiées, il y a une différence entre la notification, c'est-à-dire l'accord de la collectivité, à savoir le Conseil général, et le versement. Il y a toujours un délai je dirais, administratif qui fait qu'on peut avoir une notification au mois de novembre, au mois de décembre. C'est vrai qu'elles étaient opportunes à ce moment-là. Nous étions dans une certaine période, et vous l'avez rappelé, les versements arriveront au mois de mai, au mois de juin, ou même plus tard pour certaines. Je rappelle que certaines sont venues aussi se débloquer. Vous avez mis dans votre document, concernant la crèche des Ferraillones. Je vous rappelle, la crèche des Ferraillones, si ma mémoire ne me faillit pas, elle a été inaugurée en 2006 ou 2007, et à l'époque, le Conseil général avait refusé la subvention ou l'aide concernant cet établissement, et vous avez, par votre intervention, réussi ces dernières années, ou cette dernière année plus précisément, à faire débloquer cette subvention. Concernant la CASA, Comité d'agglomération Sophia Antipolis, et la dotation solidarité communautaire, pardon, les règles de calcul, je vous rappelle que monsieur le maire Richard Camus, votre prédécesseur, était quand même vice-président en charge des finances à la CASA, et les règles de calcul, il ne faut pas le dire trop fort, étaient quand même favorables à l'innovité. Donc je dirais, il est intéressant peut-être d'essayer de trouver de meilleures règles de calcul, mais tout a été fait. Non, mais les règles de calcul étaient plus intéressantes, et d'autres collectivités n'étaient pas contentes de ces règles de calcul-là. Donc ça restera au niveau de Villeneuve-Loubet, ça ne sortira pas du département, mais voilà, donc il faut aussi rappeler quand même certaines choses et certaines réalités. Concernant les rythmes scolaires, vous
parlez à un moment donné dans le document, alors il y a plusieurs endroits, on est bien d'accord, c'est bien 50 € par enfant, hein, l'aide de l'État, qui multiplie 1200 enfants, ce qui fait 60 000 € par an. Parce qu'à un moment donné dans le document, vous parlez de la charge globale que vous avez évaluée sur le coût des rythmes scolaires, et vous ne mettez en charge annuelle, pardon, et vous ne mettez en charge que du trimestre, hein, du dernier trimestre 2014, la dépense correspondante. Donc c'est juste pour ramener quand même à période constante. Concernant les recrutements, alors vous parlez, on en débattra tout à l'heure dans le troisième point, mais sur un premier document qu'on a eu, donc le document qu'on a eu et pas celui qui est en salle, vous parlez de 50 000 € de plus et vous parlez sur le nouveau 34 000 €. Donc on en débattra tout à l'heure, je tenais à faire remarquer ce chiffre-là, puisque nous en parlerons tout à l'heure. Alors concernant les droits de mutation, si j'ai une petite remarque là-dessus, c'est vrai que l'année dernière nous avions, j'étais en fonction, avec M. le maire, nous avions choisi et proposé au conseil municipal d'inscrire 1 650 000. Personnellement, je trouvais cela trop optimiste. La chance, nous avons eu de la chance parce que vous le savez, vous l'avez rappelé, les droits de mutation sont quelque chose qui est variable. Hein. Jusqu'au mois de novembre, nous étions plus qu'attentifs puisque les chiffres reçus par projection ne permettaient pas de faire 5 650 000. J'ai été plutôt, je devrais monter ce budget, mais ce n'est pas mon budget, je mettrai plutôt 1,5 million, parce que je serais plutôt prudent, quitte à avoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un reste à réaliser qui permettrait l'année d'après d'avoir quelques finances supplémentaires. Concernant l'emprunt, je voudrais juste aussi rappeler, l'emprunt, le désendettement vient sur la partie, puisque vous parliez tout à l'heure de trésorerie, il ne vient pas sur la trésorerie, il vient sur l'emprunt, vient sur le budget d'investissement, la partie remboursement. Nous avons pu le faire pour la partie capitale, bien sûr. Nous avons pu le faire parce qu'aussi, vous l'avez rappelé, un certain nombre de subventions sont venues abonder, mais nous avons aussi vendu un terrain dans une opération qui n'était pas neutre non plus. Je ne peux pas dire de chiffres de tête, mais de 800, oui, 1 million, moins les 200 000 €. Bon, 800 000 € net supplémentaires, c'est pour cette raison que nous avions proposé et que le conseil municipal avait accepté le désendettement par avance, ou de ne moins emprunter, pardon, par avance. Petite remarque, dans la page 15, il y a une petite erreur sur les taxes, une erreur sur les couleurs en fait, hein, puisque vous avez, la moyenne est inversée, hein, donc c'est pas très grave. Alors, page 29, vous parlez donc des contraintes, pas des contraintes, des arbitrages budgétaires, excusez-moi, c'est ça, des arbitrages budgétaires. Vous faites rappel, vous l'avez fait régulièrement dans la campagne, sur l'état préoccupant des bâtiments communaux. Alors j'aimerais quand même rappeler, monsieur le maire, et profiter de ma présence ici et puis de mes anciennes fonctions. Nous avions fait le choix, y compris avec le directeur du service des sports à l'époque, et proposé en conseil municipal, donc adopté, d'avoir un plan pluriannuel de remise en état des installations sportives. Nous avions dans l'année 2012 mis au budget 200 000 €. Au budget 2013, et éventuellement la même somme, la même somme équivalente à 200 000 €. Je vous rappelle que la première année, le choix avait été fait de changer les sols, aussi bien intérieurs qu'extérieurs, puisqu'il y avait un danger en termes de pratique et un risque pour les pratiquants. Donc là-dessus, ça nous avait été remonté, donc c'était la priorité. Nous l'avions fait. Sur l'année 2013, la priorité qui avait été mise en place a été de la partie chauffage et la partie renouvellement de l'air qui posait quelques problèmes et surtout en termes de gestion des fluides. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, hein, puisque ça sera un des travaux à faire, et je pense que votre équipe s'y attellera, en termes de rendre efficients les systèmes tels qu'ils existent et tels qu'ils doivent évoluer. Donc c'est le choix qui avait été fait. Et dans l'année 2014, nous avions prévu, bien sûr, que je ne sois plus le garde des Sceaux, mais que l'établissement redevienne au niveau de la moitié, puisqu'avec une moitié de pente de toiture qui n'avait pas été refaite, puisqu'une moitié avait déjà été refaite au moment de la mise en place de la production solaire,
C'était un choix qui avait été fait volontairement de ne pas le mettre prioritaire parce que ne s'était pas avéré en urgence. Rappelez-vous quand même, nous avons eu une période en début d'année, une période relativement importante, une pluviométrie importante qui a fait que quelques problèmes se sont remis sont sortis et ont été préoccupants, et vous avez tout à fait raison. Ça avait été dit à la presse, donc je vais le reprendre, il n'y a aucun problème. Un match avait été annulé, mais la semaine d'avant, il avait été aussi annulé à Montpellier, pour les mêmes raisons et les mêmes causes. Voilà, avec les mêmes arbitres qui étaient présents et qui ont tout l'attitude là-dessus pour annuler un match, pour reporter, pardon. Concernant le PCAE, je n'ai pas bien compris, il y a deux chiffres qui me posent problème. Vous avez appelé que le fonctionnement du PCAE net hors médiathèque, de mars à décembre, pour 117 943 €, et en 2014, 259 320 €. Donc voilà, bon, je pense que ça viendra au niveau de la commission des finances, hein, ce qui ne représente pas, si on fait une règle de 3, je dirais, avec de mars à décembre et de 2014, il y a une forte augmentation, donc on verra là-dessus le détail et les chiffres précis que vous avez mis là-dedans. Concernant l'audit, rapidement, c'était une volonté, et vous le savez très bien, une volonté purement de monsieur le maire, hein, l'ensemble des conseillers est au courant. Je le dis, je le redis, je l'ai découvert comme mes collègues au conseil municipal. Donc c'était uniquement une volonté. Donc si c'était un tacle que vous vouliez me faire là-dessus, je vous le dis de suite, ce n'est pas un tacle personnel. Il n'y a voilà. pas de persécution, même si on est dans le chemin de croix. Hein. Aucun problème, monsieur le maire, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, c'était tout ce que l'on avait au niveau que j'avais au niveau des remarques sur ce débat d'orientation budgétaire. Vous l'avez dit tout à l'heure, un débat d'orientation budgétaire est un document, est un moment de la vie du conseil municipal qui permet de mettre toutes les contraintes, mais je tenais à rappeler quelques vérités aussi, puisque vous en aviez rappelé, voilà, pour que toutes les vérités soient bonnes, non pas à dire, mais à être entendues. Je vous remercie de votre attention. Bien, monsieur le conseiller municipal, merci pour ces précisions. Chacun est libre dans sa parole et dans ses analyses. Je ne reprendrai pas, parce qu'on ne fait pas de débat sur le débat, hein, je veux dire, c'est tout à fait votre droit de dire un certain nombre de choses. Je pense qu'effectivement la commission des finances sera la mieux à même, et ensuite, lors du budget, s'il le faut, de bien parler sur des chiffres et des contradictions et des interprétations des uns et des autres, tout naturellement. Juste sur un détail concernant la crèche des Ferraillonnes, qui a été... des Rives, pardon, pas la crèche des Ferraillonnes, la crèche des Rives, qui a été inaugurée, et pour être assez bien placé, puisque j'étais en charge du développement durable comme vice-président, il se trouve que cette crèche qui a été vantée comme écologique ne l'était pas. Et le Conseil général a mis, sur mon instigation d'ailleurs, comme critère de subvention, la réalité désormais que les bâtiments qui soient faits soient vraiment écologiques. Et la crèche, telle qu'elle était faite, dans les analyses qui ont été faites, à chaque fois, je parle sous couvert de la direction de l'environnement et des fonctionnaires qui y travaillent. Si vous considérez que ce qu'ils peuvent dire n'a pas de valeur, dites-le clairement aussi. Je vous dis simplement ce que, pour être revenu à la charge à plusieurs reprises, pour obtenir cette subvention qui m'a été refusée à chaque fois, parce que les analyses qui étaient faites démontraient à l'évidence qu'elles n'étaient pas au niveau de ce que l'on considérait comme écologique. Et que les circonstances ont voulu, le hasard, qui fait peut-être bien les choses, hein, de quelqu'un qui a pris sa retraite du service travaux, qui avait eu à travailler sur ce dossier, m'en parle et me disent, mais moi j'ai revu les choses, j'ai refait les analyses, la crèche est bien dans les critères écologiques. Et je lui dis, passez-moi le dossier, et je remonte au créneau auprès du Conseil général. Alors je l'ai fait hors mairie, parce que je ne sais pas pourquoi le service lui-même, la personne qui avait travaillé dessus, ça n'était pas remonté jusqu'à l'administration générale pour faire cette demande nouvelle et officielle. Mais comme ça m'agaçait beaucoup, et je croyais beaucoup que l'architecte est une Villeneuvoise, qui s'était vanté, je pense, de manière tout à fait naturelle et
objective d'avoir fait un produit écologique, j'étais moi déçu qu'on n'ait pas la récompense financière pour cet effort en la matière. Et donc, je suis remonté à la charge et effectivement les analyses qui ont été faites ont démontré que dans le fonctionnement, alors peut-être a-t-il fallu un certain temps, quelques correctifs, j'en sais rien, moi je ne suis pas ingénieur, hein, mais à valider la subvention. C'est vraiment un dossier que j'ai été rattrapé de derrière les fagots, et je ne l'ai pas fait dans une perspective comme vous voulez le laisser sous-entendre parce que c'était la dernière année ou avant. J'ai fait tomber suffisamment d'argent sur cette commune pour ne pas attendre 2013, pour ne pas avoir à donner des explications en la matière. Je l'ai fait parce que je trouvais normal d'aider ma commune, que je sois à l'extérieur ou demain à l'intérieur. Ici, je l'ai toujours fait avec Richard Camus, chaque fois qu'il m'a sollicité. Et je le répète, la non-subvention obtenue pour le pôle culturel Escoffier, où l'on m'a indiqué à l'époque, oh mais non, on ne l'a pas demandé parce que c'est la CASA qui le fait dans le cadre de la réalisation et de la médiathèque, c'est tout ce que j'ai eu comme réponse. Et c'est mon acharnement à aller quand même chercher de l'argent quand je vois d'autres qui en bénéficient ailleurs, pour ne pas pénaliser tout simplement nos finances. Hein. Moi, je suis contribuable Villevoix comme vous et comme bien d'autres, hein, qui m'a fait aller chercher, hein, tout en ayant attendu un certain temps avant que l'on se manifeste. Mais ne voyez pas là-dedans une arrière-pensée quelconque. Tant mieux que ça tombe, et objectivement parlant, c'est tout simplement de la pugnacité à ne jamais laisser un dossier de côté. Et lorsqu'on vous dit non, ben, d'insister lourdement pour que finalement ça devienne oui. Ce n'était pas autre chose. Donc je voulais cette précision. Et l'administration de l'environnement au Conseil général, n'oubliez pas qu'on a un plan climat-énergie. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la Colle-sur-Loup qu'on a primé pour son dernier bâtiment de l'école qui a été réalisé il y a 6 mois. Aucun de nos bâtiments jusqu'à présent n'a été considéré, même pas celui du pôle culturel. On aurait pu penser aussi que pour une dernière réalisation, on soit dans une affirmation d'un bâtiment basse consommation, d'un bâtiment exemplaire sur le plan énergétique. Et les écarts que vous constatez, on aura l'occasion d'en reparler en commission des finances, parce qu'il y a toujours une façon d'aligner des chiffres et de les diluer pour qu'ils ne pèsent pas aussi lourd qu'il y paraît. Là, on est dans la transparence totale. De toute manière, que ce soit dans un endroit ou dans un autre, à l'arrivée, il faudra quand même se le cogner. Donc, on le fait de cette manière. Et je voudrais qu'il soit bien clair, monsieur le conseiller municipal, il n'y a pour moi aucune volonté de polémique quelconque. Je le répète, je l'ai dit, travaillons ensemble dans cette commune pour avancer. Je ne mets en cause personne, il y a un constat, on le fait avec et on l'assume, tout simplement. On a des orientations que l'on veut donner parce que les élections et les électeurs ont dit ce qu'il fallait en penser, mais on ne va pas être dans un règlement de compte permanent pendant des semaines, des mois. Hein, débattons sur les choses qui sont importantes, posons les bonnes questions effectivement qui méritent des réponses. Pour moi en tout cas, comme pour l'équipe qui est autour de moi, on n'a pas d'autre idée en tête. Et quand j'ai parlé tout à l'heure d'un audit, ce n'est pas un audit pour régler des comptes, surtout pas. Je veux rappeler ici que j'ai trop de liens avec l'ancien maire pour m'amuser à ce genre de choses. On a déjà fait l'expérience d'ailleurs en 1995 et on a vu ce que ça avait donné. Simplement, ce que nous voulons, c'est que des gens a priori pas contestables, les services fiscaux, puissent nous dire sur le budget quelles sont nos marges, comment on peut travailler. C'est ce qu'on appelle un soutien à la gestion des communes. Et je pense que c'est comme ça que nous voulons le présenter et rien d'autre. Et on ne prétend pas jouer les cadors, nous on sait tout, on aurait révolutionné la planète, et puis ceux qui étaient avant, non, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Hein. De toute manière, on regarde devant, le rétroviseur, on laisse ça à ceux qui aiment les musées, malgré qu'il y ait des spécialistes des musées dans notre conseil municipal. Mais voilà, donc j'ai pris bonne note de vos remarques, il sera répondu lors de la commission des finances à laquelle vous participerez. Tout naturellement. Monsieur Lindemann avait demandé la parole. Oui, je vous remercie. Bonjour à tous. Bon, sans esprit polémique, mais tout de même, je pense que moi je constate une chose qui me surprend, du moins, c'est que vous faites un bilan très sévère de l'équipe municipale sortante. Au-delà de l'amitié que vous pouvez avoir pour les gens, je veux dire, il faut toujours dissocier le côté humain d'une chose. Il y a aussi ce qu'on appelle de la politique. La gestion politique fait qu'on a le droit d'affirmer des choses et ça me paraît normal. Moi, très sincèrement, sans ironie, je trouve que si j'étais conseiller municipal de l'équipe sortante, je me sentirais tout de même un tout
petit peu mal à l'aise par rapport aux critiques que vous avez formulées. Je veux dire, c'est pas descendu du ciel, tout ce que vous venez de dénoncer, parce que c'est une dénonciation, parce que c'est pas tombé du ciel, ça a été accepté par un certain nombre de conseillers municipaux qui sont aujourd'hui présents. Il faut le dire, il faut le dire. Deuxième chose, je voudrais parler moi uniquement des grandes orientations. Parce que je pense qu'en commission financière, c'est le débat qui commence, et c'est là où on ira un peu plus dans le fond du débat. L'ouverture de ce débat fait qu'on doit rester d'abord dans les grandes orientations, comme je vous l'avez dit, je le respecte tout à fait, les choix ont été faits par les électeurs, et c'est bien normal que les grandes orientations tiennent compte du suffrage universel, ce qui n'empêche pas d'ailleurs que chacun s'exprime sur le sujet. En ce qui concerne les grandes orientations, moi j'ai peur, enfin je veux dire, je pense qu'on est, si on s'arrête un instant T, je veux d'abord dire une chose en préalable, c'est que je pense que quand on vote un budget, il faut regarder bien sur l'année 2014, mais il faut tout de même penser aux années 2015, 2016, 2017. On n'engage pas un budget sans penser aux dynamiques financières que cela implique. En ce qui concerne donc ce cycle qui semble exister, c'est en fait, on ne veut pas augmenter les impôts. Je pense que chacun comprend pourquoi, parce qu'on n'a pas envie, c'est toujours désagréable de demander à nos concitoyens d'augmenter les impôts, je le dis clairement. Donc, la première question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut considérer qu'il y aura une évolution positive des recettes de la commune en 2014, a priori on voit à peu près ce qui se passe, en 2015 ou en 2016, j'ai des incertitudes. Je pense que très sincèrement qu'on n'est tout de même pas, entre guillemets, à l'abri d'avoir un climat financier, un climat économique qui fasse que les recettes de la commune augmentent maigrement. Bon, il y a peut-être Amadeus, je ne sais pas, peut-être nous expliquer, ça peut avoir un impact à terme sur les recettes de la commune, mais bon, comme ça, d'une certaine manière, d'une vue un peu large, je pense que les recettes resteront, on va dire, minimum constantes. Peut-être un peu d'augmentation, mais peut-être aussi un peu de diminution. À partir du moment où les recettes n'augmentent pas, bah, coûte des dépenses. A priori, si on reste dans le bar-à-bar, bah, si les recettes n'augmentent pas, première solution, on est déjà en déficit, hein, j'ai bien compris, je l'ai clairement exprimé. Donc comment faire face à ce déficit aujourd'hui et comment éviter de faire que ce déficit, qu'on arrive toujours d'année en année à faire qu'on est toujours en déficit. Je pense que là on rejoint un débat national où à force de faire du déficit, il y a un grand crash. Du moins, bon, là-dessus, je ne vais pas faire un débat qui a plus sa place à l'Assemblée nationale, mais on arrive à une situation assez douloureuse, même très douloureuse pour certains. Donc, le débat se pose, à mon avis, d'une manière binaire. Il y a deux solutions. C'est on emprunte. Dans ce cas-là, la gestion de la dette, elle est clairement indiquée. Et ça veut dire aussi, quand on emprunte, à force d'emprunter, ce sont nos concitoyens des années 2017, 2018, enfin nos enfants, si je caricature un peu, qui vont payer notre dette. C'est inacceptable. C'est inacceptable. D'accord ou alors, on augmente les impôts. On augmente les impôts. Sauf que, d'ailleurs, plusieurs listes l'ont dit, sauf qu'on a pris l'engagement de ne pas les augmenter. Ah. Alors, très bien, j'avais cru comprendre, je m'en excuse, j'avais cru comprendre, hein, très sincèrement, j'avais cru comprendre. Si vous me dites que cet engagement n'a pas été pris, j'en prends acte et je retire mes propos, bien évidemment. Sauf qu'augmenter les impôts, moi personnellement, je pense que ça mérite absolument un débat très clair pour savoir à quoi sert l'impôt municipal. Je pense que c'est là le cœur du débat. Payer des impôts en soi, très sincèrement, je considère que c'est presque un choix républicain, c'est quelque chose d'important, parce qu'entre guillemets, il y a un besoin fort de services publics, de services communaux, et je crois que chacun est attaché à faire que les écoles soient là au rendez-vous, que toute la gestion municipale soit au rendez-vous, que la voirie soit bonne, que la sécurité soit assurée, etc., etc. Donc payer des impôts, ou augmenter les impôts, à partir du moment où le service est au rendez-vous, à travers des orientations qui seront définies, je pense que ça, en effet, c'est un débat qu'il faut avoir. Voilà. Et je tenais à vous faire part de mon sentiment, car je pense que profondément, on est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins en termes financiers, et ça mérite en effet que des orientations claires soient dessinées, non pas pour une année, mais pour plusieurs années, pour faire qu'on sache précisément où on va. Très bien. Madame Bellassel, vous voulez juste dire un mot sur la majorité sortante auquel elle a appartenu? Oui, bon, merci pour votre intervention. On peut se rejoindre sur certains points.
Simplement, effectivement, concernant l'évolution et l'orientation budgétaire qui aurait peut-être pu être faite en décembre dernier, ça a été une décision de Monsieur le maire, contrairement à ce qu'on a fait à la CASA ou de ce que l'on a fait dans de nombreuses villes avoisinantes, donc de tenir au courant le conseil municipal de l'état des finances de la commune. Bien sûr, on connaît toutes les contraintes incompressibles au niveau national, mais on n'a jamais eu donc ces résultats. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que là, en arrivant à une épargne nette de 442 000 €, et il ne faut pas confondre le fonctionnement et l'investissement pour lequel on peut faire des prêts, là, on ne peut pas faire de prêts, on est obligé d'être à l'équilibre. Donc, il y a effectivement, comme le disaient les personnes qui nous ont bien voulu nous faire cet audit, la première, c'est de compresser les charges de fonctionnement, qui sont déjà très contraintes, parce que pour cela, donc, le conseil municipal et M. Camou ont été très très vigilants sur les services. Et la deuxième, effectivement, c'est l'augmentation d'impôts. On n'est pas pour, bien sûr. Les Villeneuvois et les Français en général sont tous déjà assez pressurisés pour ça, sauf qu'il faut trouver une solution. Et c'est de ce dont nous allons parler effectivement en commission des finances. Quand même, nous n'aurions jamais pensé arriver avec cette situation, même en étant dans le conseil municipal. C'est pourquoi, juste un petit clin d'œil, donc j'ai demandé à avoir la délégation démocratie participative, parce que je peux vous assurer que pour le prochain débat budgétaire qui devrait se faire en présence du public, nous aurons des réflexions sur chaque service, parce que non pas qu'ils dépensent trop pour dépenser trop, mais il y a des habitudes quand même dans la fonction publique qui font que tous les ans, on a un budget, on ne veut pas, entre guillemets, perdre. C'est-à-dire qu'on fait des investissements, pas des investissements, des dépenses une année qui sont forcées parce qu'il y a un problème qui se pose, et l'année suivante, on reprend ce même budget sans voir les lignes intérieures et de regarder si vraiment toutes ces dépenses sont effectivement obligatoires. Voilà. Donc, mais ça, pour notre défense, nous avons eu 9 jours pour faire ce débat d'orientation budgétaire, 9 jours, en arrivant une semaine après l'élection parce que nous n'avons pas pu avoir accès aux comptes. Je remercie les services et je vous prie de bien vouloir excuser d'avoir été obligé de vous remettre des documents sur table un peu plus précis. Mais donc là, moi je trouve que 915 000 € à régler en plus de l'année dernière ou en moins de recettes, mais avoir 915 000 € dans l'année, arriver à avoir 440 000 € d'épargne nette déficitaire, ça veut dire qu'il y a 400 000 € quand même d'économies déjà qui ont été trouvées donc, dans le budget de fonctionnement. Alors, il va falloir quand même qu'on travaille effectivement ensemble, tous avec nos idées et nos propositions pour arriver effectivement à avoir une épargne nette qui soit au mieux à 0. Bien. Madame Benasséel, je ne voudrais quand même pas laisser entendre ce qu'on appelle le budget de fonctionnement courant, puisqu'il n'y a pas eu d'engagement quelconque de la municipalité en termes de dépenses à venir. Je veux dire, bon, après il y a des incompressibles, mais qui est sur des contrats. Hein, quand on parle tout à l'heure au niveau de la couverture de la voie ferrée, c'est un contrat qui existe depuis longtemps, et voilà, qui sont en investissement, mais qui existait aussi. En termes de fonctionnement, nous en reparlerons tout à l'heure, ou nous en reparlerons aussi à la commission des finances, puisque vous parlez aujourd'hui, la dotation globale de fonctionnement, elle nous a été notifiée, il y a des évolutions encore plus là-dessus qui poseront notre problème, et vous l'avez dit. Et après, il y a quand même au niveau de la masse salariale, vous avez fait des choix aussi, vous nous proposez des choix d'augmentation de la masse salariale. Voilà. Bien, ce n'est pas un débat permanent là-dessus, donc on aura l'occasion d'y revenir le moment venu. On était simplement dans les grandes lignes. Tout à l'heure, quand j'ai évoqué les installations, c'était toutes les installations de la commune, parce que ça fuit partout. Vous irez au CUBJ, vous irez à la crèche des Rives d'ailleurs. Hein, quand vous interrogez les agents, ils vous disent « Ah ben, il y a de l'eau qui tombe ». Alors, je ne sais pas comment on arrive à faire des bâtiments neufs qui fuient. Les bâtiments anciens, je peux le comprendre. Mais voilà,
le PCAE aussi, donc voilà, on prend l'eau, hein, et c'est pas personne qui est en responsabilité, c'est comment on traite le problème. Vous avez dit, vous avez privilégié les sols, nous on va privilégier les plafonds quand même, parce qu'avant de faire le sol, on va quand même se poser la question de ce qui nous tombe sur la tête. Mais je comprends qu'il y ait eu un programme, et simplement il n'était peut-être pas suffisant pour permettre justement de faire face à cet ensemble. Donc on va donner les priorités, bien sûr, pour ne plus avoir ces inconvénients qui pourrissent la vie des utilisateurs. Mais je le répète, ça ne visait pas les installations sportives. Il se trouve que malheureusement, il y a d'autres installations où on a des préoccupations. Bien, le représentant du Front National n'est pas arrivé. Oui, excusez-moi. Oui, Madame Sayed. Bonjour. Une question. Je suis un peu nouvelle et suite à votre exposé, j'aimerais savoir si les services fiscaux, l'audit du service fiscaux, des services fiscaux sera payant. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Bien sûr. Et ma deuxième question, vous savez combien ça s'élèvera ou... Ah non, non, mais donc ça fait partie des dépenses incompressibles. On ne peut pas exiger du travail sans qu'on le rémunère. Enfin, je pense qu'on y sera toujours plus gagnant qu'avec des entreprises privées dont l'expérience m'a fait considérer que la fiabilité était quand même tout à fait sujette à caution. C'est généralement qui paye commande. Et donc, voilà. Et donc j'ai plus de garanties avec les services fiscaux sur leur intégrité en la matière, qui diront les choses comme elles sont, comme ils les appréhendent. Sur le plan technique, il nous appartiendra après, sur cette base technique, de voir ce que nous avons. Voilà, c'était ma deuxième question, mais c'est la première. Mais ma troisième, c'est sur le cours Champollion, est-ce que les domaines l'ont évalué? Parce que vous nous avez donné une estimation. C'est en cours, nous l'avons demandé. Nous l'avons demandé, nous avons bloqué pour le moment la vente. On a 2 mois pour se retourner, mais c'est vrai qu'on est un peu préoccupé de la destination de cet emplacement. Et que donc, en la matière, on est dans l'expectative. On a demandé une estimation des domaines et de savoir si nous devons ou non faire jouer notre droit de préemption ou tout simplement avoir confiance dans l'opération qui se fait tout à fait, peut-être tout à fait normalement, régulièrement, mais on n'a pas d'éléments suffisamment précis sur la destination du bien. Enfin, donc on veut en savoir un peu plus et avoir des garanties. On n'a pas vocation à aller racheter non plus toutes les opérations, même si par ailleurs, en termes d'infrastructure, il y a peut-être pour la commune une réflexion à avoir, parce que tout le secteur qui est sur le secteur dit du port de mer, du quartier notamment des Morettes, et on va y venir avec le deuxième thème, bon voilà, ça a peut-être un intérêt. Cela étant, je ne trouve pas que ça soit un emplacement non plus extraordinaire, d'être à la croisée d'un rond-point, d'accès de l'autoroute. On a déjà assez de l'école Anthony Fabre, et notamment quand on pense aux petits, voilà, pour trouver mieux. Pour ma part, je l'ai dit et répété, j'ai plus d'intérêt pour le camping Orion, qui est situé, me semble-t-il, dans un univers plus agréable pour des enfants que le cours Champollion tel qu'il est, en face d'une grande entreprise commerciale, sur une route à grande circulation, et dans un environnement pas très naturel. Voilà. Bon, après, c'est les réalités qui commandent, hein. On peut avoir des désirs, et puis après on fait avec les réalités. Donc on n'a pas d'a priori, mais on ne veut pas non plus se retrouver prisonnier uniquement pour des raisons budgétaires d'une opération qui pourrait être intéressante, mais ça sera l'occasion d'en débattre. On ne fera pas des choix de cette nature sans qu'on en débatte au conseil municipal. Ça me paraît évident de pouvoir l'anticiper, sauf quand on a une immédiateté qui fait qu'on n'a pas de solution, mais chaque fois que ça sera possible, et peut-être avec la commission extra-municipale des affaires scolaires, justement, de l'instruction publique, de pouvoir en débattre. Bien, s'il n'y a pas d'autres observations générales, je vous propose donc, puisqu'il n'y a pas de vote, de passer au deuxième point de l'ordre du jour. Monsieur Boïs, donc, on me confirme, est absent aujourd'hui et n'a pas de pouvoir.